Alors, bienvenue à cette nouvelle présentation. Cette fois-ci, on va découvrir dans notre journée complètement groupe héritage, on va découvrir une maison d'édition que vous connaissez, je vais dire redécouvrir. Donc, une maison d'édition que vous connaissez peut-être déjà, du moins de nom. Je pense que c'est une maison qui va parler à de nombreux nostalgiques de leur lecture d'adolescence, puisque, en tout cas, les gens de ma génération, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux, on a été nombreux et nombreuses à lire les ouvrages de cette maison. Ils ont même bercé, je pense, notre parcours littéraire pour plusieurs. Je dis ça parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois qu'on présente ces livres-là dans les milieux où il y a des enseignants d'à peu près le même âge que moi. Et j'ai nommé la maison d'édition Frisson. Donc, Frisson est devenue une maison d'édition à part entière, donc avec vraiment ses objectifs, ce qui veut dire, quand on passe d'une collection à une maison d'édition, c'est que tout à coup, toutes les portes des possibles s'ouvrent et imaginez ce que ça veut dire pour cette équipe dynamique et créative. Il y a de l'avenir en masse dans la maison Frisson. Il y a plein d'ouvertures qui se font pour ça. Mais la meilleure personne pour en parler, évidemment, ça va être notre directeur de collection, Thomas, qui est là avec nous pour parler de la maison Frisson. Je pense, Thomas, que je pense que tout ce que tu fais te tient à cœur, mais j'ai l'impression, pour avoir eu la chance de discuter avec toi, que cette maison-là, il y a un petit quelque chose de particulier qui tient à cœur dans cette maison. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne vivais pas au Québec dans les années 90, donc j'ai découvert un peu sur le tard la collection Frisson, qui est une collection mythique, parce que c'est une collection emblématique des années 90, qui a été quand même vendue à plus d'1 million d'exemplaires, donc ça a touché toute une génération, voire au-delà, et il y avait vraiment un phénomène de société. Parce que c'était la première fois au Québec aussi qu'un achat de droit, donc une traduction, n'était pas faite nécessairement du français de France, mais adaptée à la réalité du Québec. Donc, avec des enjeux, vraiment un souci éditorial qui n'était pas du copier-coller d'une simple traduction de l'anglais d'origine, parce que c'était notamment du R.L. Stein et compagnie. Donc, il y avait ce souci même d'aller frapper aux portes de la réalité des jeunes, dans les années 90. Rapidement, quand le succès était au rendez-vous par rapport à cette collection-là, moi, quand je suis arrivé chez Héritage, on a discuté en équipe, comme on le fait si bien, avec échanger des idées, et puis on avait mis déjà sur pied la volonté de faire du 100% québécois. Donc, de donner la possibilité aux auteurs et aux créateurs d'ici de participer à l'aventure Frisson, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Et pour ce faire, on a créé, dans un premier temps, différents niveaux de lecture, parce que c'était important de permettre que chacun ait son frisson finalement, qu'on arrive à avoir dans la littérature d'horreur, parce que c'est horreur, suspense, c'est jamais trash, ou quand ça l'est, c'est de manière assez littéraire, je vais y revenir, mais l'idée c'était vraiment que dès le plus jeune âge, on puisse accrocher à ce genre de littérature qui est encore très populaire, on le voit dans les films, on le voit dans les séries, il y a une résurgence de on le voit notamment en ce moment, il y a Wednesday qui touche un peu, la série de Tim Burton, qui touche un peu sur différents angles à cette culture un peu horrifique. Et on a commencé donc à faire 4 niveaux qui sont Frousse verte, c'est donc pour les 8 ans et plus, Peur bleue pour les 9 ans et plus, Terreur rouge pour les 12 ans et plus et Frisson extrême pour les 14 ans et plus et pour les nostalgiques de Frisson. C'est-à-dire qu'on le voit en salon, on a le plaisir de voir les familles avec multiples générations qui, eux, sont surpris que la collection et donc la division à l'heure actuelle existe encore et qui les conseillent, qui échangent. Ça crée un dialogue multigénérationnel entre les membres d'une même famille. Donc, on a assis ces bases-là pour, en fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour le frisson vert, le côté un peu multisensoriel, le côté un peu ce que j'appelle l'effet Scooby-Doo, on part des peurs que les jeunes connaissent. Donc, la peur du noir, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Donc, toutes les peurs qui peuvent fondamentalement
comment dire, les caractériser quand ils ont cet âge-là et qui n'ont pas nécessairement de mots pour les décrire. Mais là, il est vif. Donc, il voit qu'un personnage, parce que c'est des narrations, c'est une narration au jeu, ben, participe aussi et connaît ces mêmes peurs qu'eux. Donc, ça peut quelque part les rassurer, même s'il y a un soupçon de mystère, même si c'est des intrigues qui sont quand même assez haletantes. On monte, plus on monte de niveau, plus la complexité au niveau des personnages, au niveau de la psychologie, au niveau de la frousse prend un niveau supplémentaire. Donc, avec Peur Bleue, là, on est dans on a aussi décloisonné, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'avoir une touche parfois fantastique avec des fantômes, on n'est pas dans quelque chose qui est 100% réaliste, mais on veut que ça soit vraisemblable. Ça, c'est un mot, là, si je le prononce pas 10 fois dans la même journée, Mathilde, je pense qu'elle le fait aussi. Le vraisemblable, c'est qu'on veut y croire. Tu peux nous amener sur la planète Mars, hein, mais on veut y croire. On ne veut pas des dialogues cacanes avec des personnages qui parlent comme des robots ou qui agissent de n'importe quelle façon. On veut vraiment être dans l'histoire. Donc, ça, c'est pour les bleus. Et après, bien évidemment, les rouges et les oranges. Donc, je dis rouge et orange parce que c'est des lettres, donc c'est T et X. Donc, on a le logo frisson avec des lettres, donc le frisson T et le frisson X. Là, on a vraiment une intrigue qui se déploie comme un film, c'est-à-dire qu'on a vraiment des univers qui sont très marqués, avec des rebondissements, avec on manipule aussi beaucoup le lecteur sur le côté psychologique, et c'est vraiment, il y a un côté très anxiogène. Donc pour ces niveaux-là. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à certainement, je vois Nicolas qui saute sur l'occasion, et après on va parler du reste. On va faire comme on fait d'habitude, Anne-Marie et moi, on s'interrompt, on a lu nos coups de cœur. En fait, on a pas mal tout lu, mais il y a des choses qu'on a lues de manière différente. Sans vouloir faire de lecture graduée, j'aimerais peut-être commencer à vous plonger dans l'atmosphère avec les premiers frissons. Ah oui, mais c'est ça, mais j'en ai pas parlé encore. Mais vas-y. Est-ce que tu présentes un livre et tu présentes après? Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de David, qui est un petit garçon qui n'a pas peur des fantômes. Son chien, il s'appelle Fantôme, pas peur des fantômes. Mais David, il est salon funéraire, un peu moins. Alors là, je vous invite à faire ce que vous faites jamais, c'est-à-dire de lire le titre aux enfants et de lire qu'ils l'ont créé. Et pas juste dire c'est écrit par François Gravel. Parce que là, vous avez peut-être lu, il l'avait illustré, mais si je vous demande depuis tantôt ce matin, je vous en parle des vétérans de la littérature jeunesse au Québec. Nommez-moi des autrices, des auteurs francophones, canadiens ou québécois. Sans doute qu'on peut arriver à 5. Maintenant, si je vous dis nommez-moi 5 illustratrices ou illustrateurs québécois sans me nommer Élise Gravel, c'est peut-être un peu plus galère, alors que l'illustration vend un album. En tant que professionnel, quand vous préparez des activités littéraires, vous n'avez peut-être pas le temps d'en lire 20, mais vous avez le temps d'en feuilleter plusieurs, ma foi. Et souvent, vous allez vous fier à ce qui est... Oui, excusez, j'ai des post-it partout. À ce qui est écrit ici et les illustrations que vous avez feuilletées. Ça va être suffisant pour vendre l'album selon ce que vous voulez faire, ou même si c'est pour en faire un cadeau, l'offrez bon. Il faut en parler des illustratrices et des illustrateurs au Québec parce qu'on n'a rien à envier ailleurs dans le monde. Il y a du talent incroyable. Donc, Fabrice Boulanger, donc, qui s'associe à François Gravel. Et voici, je vous présente David. Il dit, oh, il y a un cimetière derrière mon école. À la récréation, le ballon passe parfois par-dessus la clôture et roule entre les pierres tombales. Ça ne me fait pas peur d'aller le chercher. Le dimanche, je vais souvent chez mon ami Simon. Notre jeu préféré, c'est d'inventer des histoires d'horreur. Bah, non plus, j'ai pas peur. J'ai même pas peur des fantômes. C'est le nom de mon chien. Mais j'ai peur des salons funéraires. Lui, tout ce qui se rappelle, David, c'est qu'il était allé une fois quand il était jeune, alors que là, tu te dis, bon, il y a quoi, il n'y a pas 100 ans non plus, mais lui, il dit, quand j'étais petit, j'étais allé à un salon funéraire, je me rappelle qu'il y avait des fleurs, bref. Aujourd'hui, c'est différent, je pourrais voir grand-maman dans son cercueil.
La nuit, je l'imagine couchée, mais elle n'est pas vraiment morte. Et ça, mon cher ami Thomas, j'ai tellement eu peur quand je suis arrivé moi-même à cette page-là. J'ai dit, bon, ça prend, je suis pour bon. Il dit, c'est pour ça que je ne veux pas aller au salon funéraire, je ne veux pas que le rêve se transforme en cauchemar. En suivant à travers les jambes des grandes personnes sa cousine, David va apprivoiser le salon funéraire. Il va avoir une discussion avec son père ensuite, et ça dit, ensuite, papa m'explique pourquoi il arrive que les gens rient dans les salons funéraires. Certaines personnes ne se sont pas vues depuis très longtemps. Elles se racontent plein d'histoires et plein de souvenirs. Et là, on voit comment la mémé, qui était, ma foi, très épeurante dans sa boîte de pain ou de sapin, je ne sais trop, là, elle est représentée de manière tendre, comme un souvenir. Un souvenir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Ici, il fallait le représenter de manière illustrée. Et comme Thomas l'a dit, l'idée, c'est pas de foutre la chienne aux jeunes, excusez-moi, mais ouais, c'est de faire un suspense, mais ici, c'est de rester dans l'œil des jeunes qu'on vise. Donc, évidemment, le traumatisme n'était pas de question. Le lendemain, ils vont à l'église. Et puis, David, il dit, moi, je suis un peu comme grand-maman. Même si c'est triste, finalement, j'aime les réunions de famille. Et grand-maman aurait bien voulu nous voir rire tous ensemble. Puis là, on imagine la personnalité de la grand-maman de son vivant. À la fin de la lecture, parce que j'ai demandé à une de mes amies de le lire à ses 3 enfants, elle a fait quelque chose que je n'aurais pas pensé. Elle a dit « Comment que vous vous sentez? » Alors que nous, quand on fait une lecture aux jeunes, d'habitude, on va déposer le livre, on va passer à une autre activité ou une activité de mathématiques ou un autre. Mais non, mais ça vaut la peine de dire comment tu ne sais pas qui a vécu quoi dans toi. Comment tu te sens après cette lecture? On a des jeunes dans un groupe qui viennent de partout, parfois, mais les rites funèbres ne sont pas les mêmes partout. C'est pas vrai qu'on voit partout les gens dans un cercueil. C'est bien d'en parler. Encore une fois, avec les bons mots, avec des bonnes illustrations, on peut parler de tout aux enfants. Et l'histoire que je viens de vous conter, pour vous parler de l'importance des illustrations, je vous pose la question suivante. Se déroule pendant quelle saison? Alors, quand on se fait lire une histoire, il y a des mots, mais il y a des images. Et quand je vous dis l'importance des illustrations, et là, si je vous repose la question, ça se passe pendant quelle saison? Vous allez me répondre l'hiver, vous avez vu la neige. Mais ça, savez-vous quoi? Les enfants sont beaucoup plus rapides que nous. Comme Mathilde l'a dit, ils sont beaucoup plus intelligents que les grandes personnes. Et voilà pour ce qui est donc de David et le salon funéraire qui rouvre des belles discussions. Et puis, ben voilà, qui permet d'avoir peur, mais de terminer en se disant, il y a un souvenir tendre qui émerge de cette peur-là au final, qui est un rite, en fait, pour un enfant qui n'a pas le choix de suivre ses parents. Même, mettons que David avait dit, je ne veux pas y aller au salon. Regarde, mon grand, je dis, tu n'as pas le choix, tu dois suivre. Bon, mais ça, c'est quelque chose, demander ça aux enfants, on les oblige. Puis là, à travers ce récit, on vient démocratiser un peu la culture des rites funèbres, ben voilà, ici. Anne-Marie? Oui, merci. Merci Nicolas pour cette présentation. Puis effectivement, j'aimerais peut-être tout à l'heure qu'on revienne sur le pourquoi l'horreur chez les tout-petits. Je pense que ça a une importance. Oui, on pourra se poser cette question-là après. Mais nous avons une invitée qui est arrivée. Alors, je préférerais ne pas faire patienter notre invitée et on pourra par la suite discuter de cette question-là, de pourquoi l'horreur chez les tout-petits, mais chez les ados aussi. Alors, parmi nous se trouve un digne représentant des romans frissons. J'ai nommé l'auteur Lucas Jalbert. Alors, Lucas, j'ai vu que tu étais entré dans la salle. Bonjour. Ah, le son est... On ne t'entend pas, Lucas. Il faut que tu mettes ton micro. Imagine bien son micro, puis là, c'est une voix spectrale pour être dans le thème. Ben, avant qu'il arrive à trouver la fonction micro, là, je vais peut-être introduire les choses.
Lucas est parmi nous parce que nous, on aime beaucoup comme vous l'avez vu, on en a parlé ce matin avec différents projets, on aime les projets hybrides. Okay. Le projet de série qui sont Les Enfants Perdus est né à la base d'une web série. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui avait été fait pour le web. Et puis, Lucas, qui est à la fois auteur, illustrateur, réalisateur, médiateur, en tout cas, il a beaucoup de chapeaux. Lui avait vraiment un univers très particulier qui nous a vraiment accrochés, qui nous a allumés parce que c'était fait pour les jeunes, par les jeunes. C'est-à-dire que cette web-série a nécessité, c'est du côté de Québec qu'il a tourné, et c'est vraiment tout un univers, toute une scénarisation, un tour de force quand même, qui va nous raconter. Et quand on a demandé à Lucas si ça l'intéressait de transposer son univers cinématographique, donc visuel, en roman, il a trouvé l'idée très intéressante, et donc on a fait une série de 4 romans, Les Enfants Perdus. Et là, je vois qu'il n'a toujours pas réussi à mettre son... Il va revenir. OK, il sort et il revient. Donc, OK, vas-y. Donc, reviens. Donc, si je peux me permettre, Thomas, vas-y. À travers les livres qu'on vous présente, que ce soit des livres d'aventure, des livres de suspense, des livres d'horreur, thriller, là, mettez le mot que vous voulez, sachez que, et puis on va en reparler, mais on dit ça sur tous les sujets qu'on parle comme si on allait se parler jusqu'à 8 heures ce soir, mais pourquoi pas. Il y a un souci quand même de faire peur, parce que c'est le but, mais sans jamais de violence gratuite, sans jamais de vulgarité, sans jamais... Donc, c'est de l'horreur d'aventure, c'est du thriller. C'est pas gratuit, ce n'est pas grotesque. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'après, les jeunes, ils liront ce qu'ils veulent dans la vie. Mais il faut quand même leur donner accès à ça parce qu'ils voient sous d'autres médiums culturels, que ce soit des écrans, que ce soit des... Bon, ils goûtent à ce genre-là. Donc, il faut le faire pour eux dans les livres, mais le faire de manière intelligente. Et c'est ce que la collection Frisson permet, sans jamais de violence gratuite, et je trouve ça important de le dire. Oui, ce que j'ai oublié de mentionner, je vois que Lucas, ton micro fonctionne, c'est que Lucas est aussi l'ambassadeur de Frisson, donc il parle aux jeunes, il fait des conférences, et puis il lisait, il va nous expliquer l'expérience et puis le vécu qu'il a avec Frisson à la base. Donc Lucas, la parole est à toi. Merci, m'entendez-vous bien tout le monde? Oui, on t'entend très bien. Super. Alors, moi, c'est ça. Merci Thomas pour cette magnifique introduction. Ça m'a permis de, de me brancher. Moi, je suis issu du monde de la bande dessinée. Pour vous donner un petit aperçu d'où je viens. Très, très tôt, à l'âge de 9 ans, j'ai écrit le premier tome de ma série Les Aventures de Funky Punk. Et à 14 ans, j'ai publié ce premier tome-là avec ma compagnie, ma maison d'édition Cabro Productions. Donc, je vais souligner l'année prochaine les 25 ans de ma série et 20 ans cette année de conférences dans les écoles. Donc, je baigne dans le milieu de la jeunesse depuis longtemps. Je suis artiste jeunesse multidisciplinaire et aussi entrepreneur et maintenant ambassadeur de la collection Frisson. Donc, je navigue avec les jeunes depuis toujours. Puis, un jour, j'ai eu envie de faire un projet où justement, j'allais intégrer les jeunes à même le projet, travailler avec eux, de connivence avec eux. Et de là est arrivée l'aventure des enfants perdus. J'ai invité des jeunes que j'avais rencontrés en conférence dans les écoles, qui m'avaient démontré un intérêt pour le jeu, s'ils acceptaient d'incarner les personnages dont j'avais écrit les aventures. Et d'un commun accord avec les parents, on s'est lancé dans l'aventure sur une période de 4 ans. Donc, ça a été 4 étés de tournage où on voit les jeunes grandir, évoluer devant l'écran. Ça a été plus qu'un projet artistique, ça a été au-delà de ça, ça a été même pédagogique. Il y en a que ça a été des bouées de sauvetage pour certains jeunes, selon les dires des parents et puis tout ça. Et ce projet de web-série a été transposé donc sous forme de roman l'année dernière avec la collection Frisson. Et Frisson, à la base, cette web-série, je l'avais écrite dans le cadre de mon magazine Ça fout la chienne à l'époque. J'avais lancé un magazine jeunesse d'épouvante, bande dessinée, mélangeant bande dessinée et nouvelles, rappelant un peu les comic books, les creep shows de l'époque. Je m'étais dit dans ma tête, j'aimerais ça rapprocher un peu ce qui se faisait dans le temps avec Fais-moi peur, Chair de poule, les romans Frissons. Et comme ça, coup de chance, Thomas qui me, qui me contacte pour me dire hey, Lucas, on voit ce que tu fais avec ton magazine, c'est vraiment chouette. On aimerait faire un projet avec toi. Et j'ai proposé d'emblée d'adapter chaque scénario, chaque saison de ma web-série sous forme de roman. Donc, ce qui en est devenu un projet multiplateforme. Donc, le jeune peut s'identifier très rapidement
aux personnages, voir le côté cinématographique, mais après ça, la version roman. C'est un travail inverse de ce qu'on fait normalement au cinéma. Donc, on part vraiment cette fois de la web-série, on la découle en roman. Donc, je peux laisser aller mon imagination à fond. Et ça a été donc une quadrilogie, roman qui, donc, avec la web-série qui est disponible sur YouTube, la chaîne YouTube Les Enfants Perdus. Donc, le jeune peut vraiment s'associer et, et on va chercher, sans me cacher, puis sans peur de le dire, je vais chercher beaucoup les jeunes garçons. Ce sont eux d'emblée qui se sont présentés à moi pour jouer dans la web-série et d'emblée aussi, ça va chercher les jeunes garçons à la lecture. Et certains parents m'ont dit que c'était pas facile de lui donner le goût à la lecture et c'est par le biais de tes romans, de tes bandes dessinées, mais aussi de la web-série, tout un amalgame. Et de là, on a découlé aussi l'idée de faire une activité interactive scolaire dans les écoles, donc autour de la web-série. Autant adapté pour le niveau primaire et adapté pour le niveau secondaire. Donc, au primaire, les enfants découvrent le roman et ils font le parallèle entre la saison 1 et le premier tome. Et par la suite, doivent écrire eux-mêmes une scénette d'épouvante. Et par la suite, moi, j'arrive quelques semaines plus tard en tant qu'invité. Là, ils me posent des questions sur l'envers du tournage. On est accueillis là, comme des grandes vedettes de Stranger Things, par exemple. Ils connaissent la web-série par cœur. Là, ils sont tout contents de nous rencontrer. Puis après ça, ben, je travaille avec eux à tourner cette petite scénette dans l'école. Et côté secondaire, ben, c'est vraiment le travail d'adaptation. Donc, on passe de l'écriture cinématographique à l'écriture littéraire et de là, bon, on découle beaucoup d'effervescence aussi, puis les jeunes se mettent à l'écriture par la suite. Donc, c'est très enthousiasmant de voir tout ça, là. Alors, voilà. Mais est-ce que c'est possible de refaire notre primaire et notre secondaire pour pouvoir participer à ces projets-là? Il me semble que ça aurait été... J'aurais tellement aimé ça, avoir des projets comme ça quand j'étais au primaire et au secondaire. Là. Moi, je réclame de pouvoir refaire mes études pour pouvoir participer à ces projets-là. C'est drôle parce que c'est ce que les gens. Je viens d'ouvrir mon espace jeunesse Explorer ici à Lévis, donc c'est un repère pour les jeunes, justement. Puis il y a la bibliothèque officielle Frisson qui est là, allumée là, au néon, tout ça. Puis les parents arrivent et disent mon Dieu, mais c'est parce que je replonge les jeunes dans mon enfance, mon imaginaire, ce qui est les années 80-90. Donc, les parents, quand ils arrivent là, ils disent on peut-tu revenir à notre primaire et à notre adolescence pour vivre ça puis avoir accès à ça? Donc, effectivement, tu touches un point là. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça dans cette espèce d'engouement-là pour la série Frisson et pour les romans d'horreur. C'est-à-dire que actuellement, on voit que la nostalgie fonctionne beaucoup. T'sais, on regarde des séries modernes, mais qui se passent dans les années 80, dans les années 90. Il y a vraiment un engouement pour la nostalgie qui correspond peut-être aussi avec le fait qu'il y a beaucoup de pédagogues en ce moment qui ont l'âge de ma génération, c'est-à-dire, là, on était enfant et là, ben, des fois, on se réfère à ce qu'on connaît aussi parce que c'est rassurant. Il y a des romans qui sont étudiés encore à l'école secondaire, que moi, j'ai étudié quand j'étais au secondaire. Donc, il y a des pédagogues qui vont conserver des romans pendant longtemps parce qu'on les connaît, on les reconnaît. Mais là, c'est comme s'il y a de la nouveauté tout en nourrissant cette fibre de nostalgie-là des adultes qui ont envie aussi de partager quelque chose avec les jeunes. C'est ça, exactement ça. C'est la passation de flambeau d'une certaine façon d'une génération à une autre. On a connu ça. Voici ce qui s'est fait avant. Moi, par le biais de mes romans, c'est évidemment l'univers littéraire, mais aussi l'univers cinématographique dans lequel j'ai baigné quand j'étais jeune. C'est ces films jeunesse. Mon mentor, c'était Roch Demers, producteur des Contes pour tous. Il est décédé l'année dernière, mais on se voyait à chaque année, on se tenait au courant, puis il était fasciné de voir que j'essayais de reproduire à ma façon cette ambiance bon enfant où tout est possible, où les jeunes sont les héros de l'histoire, puis où l'aventure et l'imaginaire est de mise au coin de la rue, dans le quartier, à côté d'un arbre, puis d'une clôture. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie en tout cas personnellement, mais de plus en plus, on le voit, là, les auteurs d'aujourd'hui sont les enfants d'hier. Ils veulent transmettre la fibre, l'effervescence qu'on avait en nous quand on découvrait ça. On a envie de partager ça avec ces jeunes-là, puis de dire, regarde, ce qui se fait aujourd'hui, ben, ça se faisait déjà à l'époque, puis regarde ce qui s'est passé, puis où on peut amener ça maintenant aujourd'hui, là, sans rester cloîtré dans le passé. On prend ça, puis on le malaxe, puis on le ramène autrement, mais tout en faisant un pont entre les deux. Bref. Exactement. Merci. Je vois Thomas qui lève la main. Mais juste parce qu'on parle beaucoup des enfants perdus, mais Lucas, tu peux nous dire ce que c'est les enfants perdus? C'est quoi le Oui, tout à fait. résumé? Ce serait bien.
Les enfants perdus, exact. En fait, on suit une bande de jeunes qui est aux prises avec des phénomènes paranormaux suite à l'écrasement d'une mystérieuse comète dans le comté fictif de Coleraine. Donc, une comète qui s'écrase dans le grand Buck Lake. Et cette comète-là va dégager une force maléfique qui va rendre possible ce qui est normalement impossible pour l'être humain. Et cette force-là va prendre différentes formes et va s'immiscer insidieusement sur le territoire de Coleraine. Et ces jeunes-là, donc, on apprend à les connaître dans le tome 1. Donc, il y a des fiches de présentation des personnages. Et ces personnages-là vont tous finir par se rencontrer dès le deuxième tome et ils vont poursuivre l'aventure ensemble. Donc, moi, je voulais vraiment qu'on s'attache aux personnages, qu'il y ait un passé et que quand il arrive malheur à ces personnages-là, ben, ça nous fasse quelque chose, qu'on y tienne également. Donc, et le leitmotiv, je vous dirais, de ma série, c'est l'amitié derrière tout ça. Tu sais, j'ai été inspiré par Stand By Me, les Goonies. Donc, c'est cette bande de jeunes-là qui, ensemble, sont plus forts pour essayer d'affronter le mal, qui, lui, va prendre toutes les figures possibles pour arriver à ses fins. Donc, voilà, les enfants perdus à la Peter Pan. Et voilà. Merci beaucoup, Lucas. Plaisir. Alors, lisez des C'est frissons, il y a plein de catégories, hein, il y a plein de découvertes aussi. Ce n'est plus ancré juste pour une certaine catégorie d'âge. Hein. On le voyait même, on s'en parlait, Thomas, Ah au oui. Salon de l'île de Montréal. Les gens, ah oui, ça existe aussi pour les plus vieux. Ben oui. On va au-delà de 14 ans, puis maintenant en bas de 7, 8 ans, on voyait tantôt là, avec Nicolas, le salon funéraire. C'est Mais c'est génial. ce Là. qu'on disait, le fait de passer d'une collection à une division, ça Exact. permet d'aller explorer parce qu'on a beaucoup d'idées. Bien évidemment, on va encore C'est pas grandir fini. avec cette division-là. Mais je pense qu'effectivement, parce que dans le livre d'épouvante, il y a plusieurs degrés. On parle d'horreur un peu plus dans le cas des enfants perdus, mais on peut moduler, pardon, excusez-moi, les différents degrés. Puis ça m'amène justement tranquillement là, aux autres collections qu'on est en train de développer ou qui sont déjà mises sur pied. Mais avant ça, j'aimerais remercier encore Lucas de ta participation parce que c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci Merci à vous d'avoir de pris le l'invitation. temps. À bientôt. Bye À la bye. prochaine. Au revoir. À bientôt. Donc, dans le cadre, pour continuer par rapport aux collections, donc là, on avait parlé des fameux FPTX, on a parlé des premières lectures, de mes premiers frissons. Donc, pour nous, c'était important de parler, juste revenir rapidement sur les enjeux des albums frissons. C'est pour parler de choses réelles, donc de peur, encore une fois, que les enfants connaissent. David et le salon funéraire, c'est le premier album. Il va avoir le prochain, ça va s'appeler David et le monstre. Non, David et le fantôme, pardon. David et le fantôme. Donc, et ça, là aussi, on s'attache au personnage parce que le personnage est vraiment très savoureux. Tu sais, il a une personnalité qui est quand même très identifiable. Et on a voulu quand même aller plus loin là aussi, en revisitant à notre façon le roman dont tu es le héros, parce que je pense que quand on a, c'est une collection qui est née cet automne avec Fais-toi peur, où là, on tombe dans une catégorie différente. On a deux niveaux, donc le niveau 9 ans et plus et le niveau 12 ans et plus, dont la particularité est d'être enrichi d'un habillage graphique. Donc, surtout celui du 9 ans et plus. Donc là, on a le lac hanté comme Anne-Marie nous l'a montré, où on a vraiment on voit, c'est une histoire autour de la pêche et on peut faire des différents, même si ça reste une structure classique du roman dont tu les héros, dont on connaît les ressorts, mais ça participe à une lecture, encore une fois, dynamique et non pas statique. Et dans le cadre de le deuxième, donc, qui est Péril sous terre, on fait un subtil lien avec des frissons qui existent dans la collection régulière, c'est-à-dire le Péril sous terre est en lien avec un autre livre qui s'appelle Péril en mer, dont on retrouve la couverture à la fin. Et donc, le lien qu'on fait, c'est qu'on reprend, étant donné que c'est dans le titre Péril sous terre et Péril en mer, il y a un groupe qui s'appelle les Croque-Mitaines qui sème la terreur auprès des jeunes en les filmant et en les ridiculisant. Mais là, on va reprendre cette prémisse-là pour faire une histoire alternative. Donc, ce n'est pas la même histoire, mais ça prolonge l'univers. Donc, par rapport à ça. Puis, sinon, ouais, vas-y. est-ce que tu permets que je laisse un mot sur Bien ce sûr, dont vous êtes oui, héros? tout à fait. Ben oui.
Vas-y. J'ai eu le bonheur de lire Péril sous terre cette semaine en préparation de cette rencontre. Et puis, je parlais là, du sentiment d'intelligence, de compétence là, des lecteurs. Puis à un moment donné, il y a un passage où la jeune héroïne, On ne sait pas si c'est une héroïne ou... Toi, c'est drôle, c'est drôle sérieux? que tu dis ça. Ben non, c'est un... Ben, je commence à regretter d'être venue ici. Oui, et c'est vrai que l'accord est fait au féminin, mais Ah ah, oui, c'est vrai. Mais ça sauf que pourrait être, ça mais pourrait être, on l'a voulu pour pas genrer totalement masculin, parce que souvent on nous dit, ben oui, quand vous genrez, vous faites l'accord au masculin, ben là on a fait l'accord au féminin. Mais pour moi, les deux identifications sont possibles. mais ce qui m'a étonnée, moi, en fait, c'est que il y a au moins un chapitre où on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille au début. Et là, à la fin du premier chapitre, je pense, avant la première décision, il y a un accord au féminin. Et moi, j'avais imaginé que c'était un garçon. Et là, je me suis dit, ah, c'est une fille. Tu sais, j'ai eu cette heureuse surprise-là parce que je suis une lectrice fille. Donc, bon. Mais donc, elle se retrouve à un certain moment avec, bon, il y a évidemment des choix à faire. C'est un roman dont vous êtes le héros. Et elle avait eu le choix entre retourner à la maison ou rester à l'extérieur. Et la maison va prendre en feu. Puis là, je me suis rendu compte que dans la version que moi j'avais choisie, elle était à l'extérieur de la maison et elle essayait donc, avec les choix que j'avais faits, parce que je ne sais pas si c'est les vrais choix que j'aurais faits dans ma vie, mais elle essayait de sauver tout le monde en cognant à la porte et en essayant d'entrer dans la maison. Je me suis rendu compte que si j'avais suivi un autre chemin, j'aurais été dans l'incendie comme lectrice. Donc, j'aurais vécu l'incendie de l'intérieur parce qu'elle, elle était entrée dans la maison. Si j'avais suivi, vous me suivez? Si j'avais suivi un autre chemin, j'aurais été à l'intérieur de l'incendie. Puis là, je suis allée lire les deux passages en parallèle pour voir si ce qui se passait à l'intérieur de la maison reflétait ce qui se passait à l'extérieur. Mais là, vous comprenez qu'on arrive dans des tu sais, c'est les univers parallèles là, qui vivent les uns à côté des autres. Ah, ça m'a fascinée. Alors, je me suis dit, je vais vous lire cet extrait-là pour vous montrer un peu les deux points de vue. Alors, premièrement, elle est à l'extérieur de la maison. Je m'élance vers la maison alors que les cris me semblent de plus en plus forts. Si je peux aider, il faut que j'y aille. J'atteins la porte malgré la chaleur écrasante et j'attrape la poignée. Je la lâche immédiatement. La douleur irradie encore dans ma paume, le métal ayant brûlé ma peau. J'ai du mal à respirer, non pas à cause de la fumée, mais de l'aura de l'incendie, de l'impression que mes poumons ont pris feu. Tous mes sens me hurlent de partir d'ici, que je vais mourir inutilement. Ma tête se met à tourner et je réalise que j'ai reculé malgré moi. J'ai le sentiment d'être en train de cuire. Mes yeux, qui pleurent sans cesse pour se protéger, m'empêchent de voir clairement. Je sais que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Il faut que je tente quelque chose rapidement. Et là, on a le choix entre briser la porte ou passer par les fenêtres. Dans l'autre version, donc l'autre scénario, je me suis installée dans l'unique fauteuil de la pièce, aussi vieux qu'inconfortable. Élodie se trouve en face de l'escalier quand elle remarque qu'un liquide coule doucement dans les marches. Est-ce qu'il y a une fuite d'eau? Clarisse la rejoint, inquiète. C'est encore une blague? Je me rapproche d'eux, reniflant l'odeur assez forte, désagréable. Je le reconnais après quelques secondes. Puis, l'essence prend feu. La chaleur se fait sentir d'un coup. J'entends les cris, mais je ne réagis pas. Je reste hébétée à regarder l'escalier devenir brillant, à regarder les flammes liquides couler sur les marches, descendant rapidement vers le salon. Lorsqu'elles arrivent à mi-chemin, je réalise enfin que c'est la mort qui rampe dans notre direction. Si je n'avais pas lu ce deuxième passage, on n'aurait pas su comment la maison a pris en feu. Alors, ce deuxième passage nous rajoute des détails et de l'information sur les causes de l'incendie. C'est donc à dire que plus on va lire de versions, plus on va comprendre l'ensemble de la situation, finalement, de l'intrigue. Également, donc j'avais une deuxième chose que je voulais ajouter. Souvent, on a des choix, donc fait A ou B. Mais moi, j'ai été surprise à un certain passage. Je suis arrivée à la fin d'un chapitre et là, le choix, en fait, je n'avais pas le choix. Le choix que j'allais devoir faire dépendait de ce que j'avais fait auparavant. Alors, à la fin d'un chapitre, où là, on est rendu sous terre dans une mine abandonnée, si tu as une arme, attaque à la page 36, sans arme, fuis à la page 91. Moi, j'aurais fui.
parce que je suis un petit peu peureuse. Mais j'avais une arme que j'avais récupérée dans un chapitre. Fait que là, j'ai pas eu le choix d'aller attaquer parce que je suis une élève studieuse. Bien sûr, j'aurais pu dire je m'enfuis quand même. Mais donc, des fois, on est un petit peu déjoué dans nos attentes aussi. Ça aussi, ça réveille un peu l'intellect, là. Ça réveille le lecteur de se dire oh, OK, ici, j'ai plus le choix de ce que je vais devoir faire. Franchement, moi qui voudrais lire toutes les versions, c'est sûr que je vais relire pour avoir un des le plus possible des 20 chemins à explorer. Je vais essayer d'en lire le plus possible parce que c'est vraiment haletant. Puis on veut réussir à avoir toutes ces informations-là pour avoir le portrait complet. Donc, vraiment. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est ça, c'est que les chemins alternatifs ne sont pas, ça apporte un complément. C'est pas quelque chose qui est là pour, c'est pas juste une alternative pour une alternative. C'est-à-dire que tu peux lire l'histoire, là encore, c'est une histoire qui se lit de manière courte, moyenne ou longue, selon les choix que tu vas faire, avec 3 épilogues différents. Mais l'expérience de lecture va être, comme tu dis, il y a un degré. D'ailleurs, on a mis une jauge à l'extérieur. En C4, on commence à les mettre en évidence pour montrer le degré de frousse, quelque part, de frayeur. Tu sais. Parce que le but, c'est encore une fois de participer à la lecture, de participer à l'expérience. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu donnes ton expérience de lecture. C'est-à-dire qu'en tant que lectrice, là, toi, tu as fait des choix qui ont déterminé la manière dont tu allais t'approprier le livre. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le livre devient quelque chose de vivant, de quelque chose qui est vraiment très multiplateforme dans le sens où on reste dans un livre, mais qui n'est pas linéaire. Encore une fois, on casse le code traditionnel d'un livre tel qu'on le connaît. Puis, ça m'amène à faire une parenthèse sur une primeur qu'on va avoir au printemps, parce qu'on voulait, encore une fois, proposer une expérience pour les plus petits, cette fois. Donc, tout à l'heure, on parlait de Frousse verte, et on va avoir Petite Frousse, qui va être comme le petit frère, et qui, dans la particularité, va être des récits assez courts, donc 48 pages, pour les à peu près 7-8 ans. Et à 2 niveaux, on a voulu vraiment parler de l'importance de l'oralité. Ce sont des livres qui vont se lire très bien à l'oral, avec des phrases courtes. On reprend la structure un peu théâtrale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dialogues standards, on a le nom des personnages avec l'émotion qui dégage. Mettons, on pourrait avoir Anne-Marie angoissée, puis là, on a la réplique qui va avec. Donc, on a quelque chose qui est très, avec une forme de didascalie par rapport à… Et donc, on voulait vraiment que les jeunes, c'est 10 chapitres, donc assez court, et c'est de 2000 mots à peu près, donc vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup de mots par chapitre, mais on veut encourager la lecture pour les jeunes en apprentissage. Moi, c'est le cas à la maison, justement, avec mes 2 enfants, donc c'était l'occasion aussi de voir et tester directement comment évaluer le degré de difficulté. Mais on voit déjà qu'on veut en faire des petites séries. Il y a notamment Paul Roux puis François Bérubé qui vont participer à l'élaboration des premiers titres. Et c'est là aussi l'occasion d'avoir la piqûre par rapport à ce genre de littérature qui est une littérature qui est différente de celle du roman d'aventure, la science-fiction dont on parlait tout à l'heure. Mais je vais profiter donc de ce que tu viens de dire pour reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Vous vous doutez que j'ai des réponses dans ma tête, là, mais alors pourquoi l'horreur aussi jeune? Pourquoi l'horreur chez les tout-petits? D'où vient ce besoin d'avoir des romans d'horreur? Parce que je pense qu'on a peur toute notre vie de différentes choses. Donc, je veux dire, il y en a qui ont peur. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais même ado, j'étais persuadé qu'à un moment donné, j'arrivais chez moi, il y avait des ombres à cause des nuages et de la luminosité. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. On a toujours, même quand on est seul chez soi, parfois on entend des bruits, des grattements, donc que ce soit le souffle du vent dans un arbre, on a l'impression que c'est comme un ululement. Tu sais, la peur nous accompagne à longueur de temps, on la manifeste différemment, mais on la reconnaît. Et le fait de la reconnaître dans un roman, c'est quelque chose de pas malsain, mais tu sais, ça vient nous émoustiller, puis on se dit, ben, on n'est pas seul finalement, parce que le personnage, il éprouve ce que moi, je vis au quotidien. Et Thomas, si je peux surfer sur ce que tu viens de dire, ça vient aussi
divertir, je vais prendre un mot. Nous, on utilise horreur qui fait peur, mais je vais prendre un mot que Luca a dit, puis lui, c'est l'épouvante. Ben oui, c'est ça, c'est l'épouvante, effectivement. Ouais. C'est synonyme important aussi Oui, parce que tout les à mots fait. La sont nuance importants. est bien, ouais, tout à fait. Parce que l'épouvante, c'est une peur divertissante. Le roman policier, aussi violent soit-il pour adultes, attire combien de lectrices et de lecteurs? Je veux dire, c'est très lucratif Ouais, pour ceux qui font du roman tout à fait. policier pour adultes et ça peut être très violent. Puis je veux dire, mais c'est une épouvante de fiction. Les jeunes, de plus en plus jeunes, sont de plus en plus anxieux. Pas juste éco-anxieux, anxieux. Mhm. L'horreur de fiction que les maisons d'édition font d'une manière réfléchie pour nous divertir est moins horrifique que certains enjeux mondiaux. Et parfois, sans le savoir, c'est pour ça qu'on se plonge dans des lectures d'épouvante, parce que c'est une épouvante divertissante qui est tout autre que les horreurs qui se passent pour vrai dans la vie. Et je pense que de manière subconsciente, c'est pour ça qu'on... Parce que moi, ceux que je connais, même les enfants qui lisent les frissons ou des trucs d'épouvante, c'est les êtres humains les plus sensibles que je connaisse. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils se plongent dans ces lectures-là, pour se divertir de cette manière, pour peut-être oublier un temps soit peu ce qui se passe, voilà. Mais la vraie épouvante et la vraie horreur, c'est pas ce que l'on décrit, c'est ce que l'on ressent. Et je pense que c'est ça l'ADN de Frisson. C'est que subtilement de nous amener à vivre avec la même intensité ce que le personnage est en train de vivre au même moment. Il y a une simultanéité dans l'action. Quand on prend un roman comme Mécanisme fatal, qui est un roman quand même qui s'adresse à 14 ans et plus, on est dans le parc d'attractions avec des jeunes là, on est dans ce jeu de massacre où finalement tu ne sais pas qui c'est qui va rester à la fin. C'est un des romans qui est palpitant parce que tout peut arriver. Tout peut arriver et ce qui fait la force aussi de ces auteurs-là, c'est qu'on ne prend pas tu disais tout à l'heure, puis je pense que on peut faire des livres d'épouvante de manière intelligente. On n'est pas obligé de niveler vers le bas, d'être bébête, d'être trash, d'être racoleur. On peut proposer une lecture à la fois divertissante, mais qui fasse aussi réfléchir par rapport, et on fait d'ailleurs dans Frisson, notamment dans les livres qui sont pour les ados et les jeunes adultes, on met des enjeux sociaux. Dans Le Bal des monstres, on a des notions comme le coming out, on a des notions comme l'anorexie. Donc, il y a différents sujets qu'on voit comme ça qui sont satellites, mais qui parlent aussi de la réalité. Donc, ce n'est pas simplement de la fiction pour de la fiction d'épouvante ou de l'horreur. Le véritable horreur, c'est ce qu'on connaît finalement. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on lit. Donc, je pense qu'on joue sur cette corde sensible et cette nuance-là entre la vraisemblance et puis qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est, et c'est une ligne qui est assez mince. Donc, et c'est pour ça qu'on a dans les 2 dernières collections, on a voulu proposer, parce qu'on a les collections régulières dont je parlais, mais dans le cas de le Super Frisson, là, on fait des reliures avec des livres pour les 9 ans et plus, où on va avoir des thématiques. Parce que les thématiques, parfois, ça peut aussi accrocher le lecteur. Donc, on peut avoir, mettons, une thématique sur l'école, une thématique sur les fantômes. Donc, on retrouve différents créateurs dans 3 romans différents qui vont proposer une expérience sur une variation d'un même thème, mais avec un style quand même qui leur est propre. Et puis, on a dernièrement sorti, pour le côté un peu nostalgique aussi, Les Frissons de poche, parce que c'est des romans qui sont quand même assez compacts, donc c'est ceux-là, donc ils sont quand même très... et ça, généralement, c'est pour justement faire en sorte que le plus grand nombre, l'accessibilité, parce que c'est un petit format, donc un petit prix, et pour nous, c'est important l'accessibilité au livre aussi. Parce qu'en moyenne, plus un livre a de mots et de pages, on le sait, plus il est cher, tandis que là, on retrouve quand même un prix accessible pour tous. Des belles façons de redécouvrir des œuvres aussi qui ont marqué déjà certains lecteurs. Exact. Mathilde, tu as levé la main.
On ne t'entend pas. Laissez le temps. Excusez-moi. En fait, je me permets, je ne prends vraiment pas longtemps. C'est que je Non, voulais juste faire un lien par rapport à ce que tu disais, Anne-Marie, ta question, puisque répondait Thomas par rapport aux peurs. Et en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand Annie était là, mais on a toutes ces légendes urbaines qui nous habitent en fait tous. Et en fait, j'ai eu une belle surprise parce qu'il y a un roman qui est dans la collection Frisson qui s'appelle Route 175 et qui est un des premiers qu'on a publié et puis qui est très populaire. Et il se trouve que Annie, elle a fait une enquête sur les autostoppeuses qui sont en fait, qui passent sur la route 175, exactement comme dans l'histoire. Et en fait, il y a plein de faits divers, plein d'histoires qu'on connaît, puis on a tous eu des histoires des autostoppeuses, d'être tout seul quand on fait du babysitting la nuit, toutes ces choses qui, on dirait qu'ils font, c'est comme si tout ce qui était nos peurs faisait partie de la réalité, parce que quand on se promène le soir dans la rue, ben oui, il y a la réalité, mais il y a toutes les histoires qu'on a entendues et qui nous nourrissent en fait et qui font partie en fait de la réalité. Et quand on prend la voiture pour traverser la réserve faunique des Laurentides la nuit sur la route 175, ben, toutes ces histoires-là, elles sont là en fait. Et je pense qu'il y a plein de manières de les explorer. Il y a la réalité de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, il y a la fiction, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on lit des histoires d'horreur, c'est parce que finalement, toutes ces peurs-là, elles nous accompagnent à chaque jour. On dit c'est pas la vérité, mais en fait, qu'est-ce que c'est la vérité? Je veux dire, tous les livres qu'on a lus, ils sont là avec nous. Et je pense que c'est pour ça que Frisson plaît beaucoup aux jeunes, parce qu'ils retrouvent des choses qui font partie d'eux finalement. Tout à fait, qu'ils les suivent, puis on se demande, est-ce qu'on les lit vraiment pour avoir peur? C'est un divertissement, parce que si c'était vraiment pour avoir une peur intrinsèque, jamais qu'on toucherait ou qu'on proposerait ces livres-là, c'est qu'on se rend compte que c'est ça, c'est une peur qui est apportée de manière réfléchie. Et je vais surfer sur ce que tu disais, Mathilde, parce que tu parlais d'Annie. Et il y a un livre dans la collection Frisson parmi... Non, mais j'imagine qu'elle voudrait tous les lire, mais il y a un livre que Annie aimerait lire beaucoup, beaucoup, parce que c'est tellement dans son genre de... Excusez-moi de le dire en anglais, parce que c'est l'émission, quand j'étais jeune, que je m'avais, qui s'appelait Unsolved Mysteries, donc des mystères non résolus. Et puis Nadine Deschenaux a fait Monstrueuse clôture. Puis Hugo, hein, évidemment, il s'appelle Hugo. Bon, et Nathan. J'en dis pas plus, sauf ceci. Puis je vais vous dire, OK, Nicolas, fais ce que tu as. Depuis quelques jours, il fait sombre. La météo, plus que maussade. L'obscurité semble vouloir grignoter tous les moments de clarté. Nathan et moi revenons de l'école à pied, par notre chemin habituel, comme tous les jours. En marchant sur le trottoir, nous jouons à « Attrape si tu peux ». C'est un jeu où l'on doit lancer notre balle rouge ou la faire rebondir d'une étrange façon pour surprendre l'autre. Cela nous aide à retrouver le chemin du retour moins ennuyeux. Allez, Hugo, je suis prêt. Non, fait que l'autre, il court prendre la balle, mais oups, en tournant la tête pour suivre la trajectoire de notre projectile, je m'aperçois que la balle vient de tomber sur le terrain de M. Bocage. Mes yeux rieurs s'affolent. Je lis la même lueur d'inquiétude dans ceux de Nathan. Il comprend lui aussi que notre balle vient d'atterrir sur la pelouse du vieil homme. Il faudra nous approcher de sa maison lugubre, dans le quartier. Des rumeurs disent que des choses horribles se sont passées à l'intérieur. En plus, son allure est digne d'un film d'horreur. De vieilles fenêtres en bois avec certaines vitres brisées. Au bout d'une allée en pierre se trouve la porte d'entrée toute noire, partiellement cachée par deux immenses cèdres qui plient au gré du vent. Quelqu'un se tient de l'autre côté de la porte. C'est sûrement M. Bocage. On pourrait fuir, mais encore une fois, la panique nous fige. Le battant s'ouvre dans un grand grincement. On n'est pas vraiment surpris de voir apparaître le vieil homme. L'apercevoir d'aussi proche est encore plus effrayant. Puisqu'on est encore accroupi, M. Bocage paraît très grand. Il est encore plus laid dans mon souvenir. Il nous sourit étrangement. Je remarque qu'il lui manque quelques dents, mais puis celles qui lui restent, ben, sont jaunies. C'est un vieillard tout maigrichon et ridé. « Qu'est-ce que vous faites ici? » Sa voix est enrouée. Il n'a probablement pas parlé depuis longtemps. Il tousse et poursuit. « Vous n'avez pas de langue? Ça me surprendrait. Mais je peux toujours aller vérifier. » Un bras derrière son dos,
Il penche son corps raide vers l'avant et fait mine d'avancer sa main droite vers notre bouche. On recule et je bafouille une réponse. J'arrête ici. Là, ce que je viens de vous lire, ce sont 2 extraits à 30 pages d'intervalle. L'enfant ou vous n'y a vu que du feu. L'importance de lire en avance ce qu'on veut faire lire aux jeunes, ça permet ça aussi, ça permet de cibler des extraits pour animer et introduire un livre, parce que parfois, on a un groupe qu'on veut convaincre, pas juste un ou une lectrice ou un lecteur, on veut convaincre un groupe pour partager une lecture, pour en faire diverses activités. Choisir des extraits qui sont dans l'action, ça permet d'influencer et de donner le goût de lire, parce que parfois, les débuts de livres, et c'est comme ça dans n'importe quelle œuvre de fiction, il faut mettre la table, donc il y a de la description, on présente les personnages, le lieu, avant de tomber dans... Mais parfois, pour certains jeunes qui sont un peu plus récalcitrants à la lecture, il faut tomber dans le vif de l'action pour leur donner le goût de le lire pour le plaisir. Et je vous jure que même si je vous ai lu un extrait qui est dans le milieu du livre, quand l'enfant arrive il relit. C'est pas vrai qu'il va dire « Ah, monsieur Nicolas me l'a déjà lu ». C'est pas vrai. Il sent compétent, il sait c'est quoi. Eh bien voilà. Servez-vous d'extraits et ça fait juste de vous rappeler l'importance de lire en avance ce qu'on veut présenter parce qu'il y a une manière de le présenter. Il n'y a rien de pire que de dire à un jeune « Lis ça, c'est bon ». Les jeunes, puis je vais dire quelque chose de grossier, Anne-Marie m'a déjà entendu dire, puis elle m'a dit que j'ai le droit de le répéter, c'est comme des chiots. Je ne compare pas les enfants des bêtes, mais moi, j'ai un chien, et même si j'achète un jouet pour chien à 500 $ et que je fais joue avec ça, le chien va sentir le jouet, il va me regarder. Mais si je lui montre, même pas juste, ah, c'est quoi ça? Puis, mais oh non, je ne peux pas te le dire, je ne peux pas te le compter. Là, le jeune, vous n'êtes même pas obligé d'avoir lu le livre qu'il veut le lire. C'est ça, animer une suggestion de lecture. Vivement les extraits. Anne-Marie? Il y a tout, tu sais, on parlait de pourquoi l'horreur aussi. Oh, bon, vous me direz si je me trompe, mais à la base, dans l'horreur, il y a aussi une volonté d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a une transmission d'informations. Tu sais, par exemple, il y a parfois une morale à la fin. Ça ne veut pas dire que tous les romans frissons finissent avec une morale, mais l'histoire d'épouvante a sans doute été inventée, entre autres, pour transmettre une information. Fais attention à ce voisin. Si tu vas là, si tu fais telle chose. Puis, en tout cas, je vais faire le parallèle avec ce que tu viens de dire, Nico. Ça me fait penser à Barbe Bleue, c'est-à-dire, tu n'as pas le droit de pousser cette porte-là. Bien, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne envie de la pousser. Donc, le jeu que tu fais aussi en disant oui, non, c'est un peu ça aussi. C'est d'aller un peu transgresser l'interdit. Puis quand on parle d'un apprentissage, ça peut être, dans le roman d'horreur, ça peut être apprenez à ne pas aller sonner chez le voisin ou à ne pas ouvrir la porte à un inconnu. Tu sais, mettons, il me semble, ça fait longtemps que j'ai lu La Gardienne, mais il me semble qu'il y a une affaire de « t'ouvres pas la porte à un inconnu ». Là. Si c'est encore ça l'histoire, là, ouais, c'est bon. Mais il y a aussi apprenez à avoir peur. Quand on est avec les tout-petits, souvent, on souhaite, en tout cas que ce soit le cas, les tout-petits n'ont pas vécu d'énormes frousses, ils n'ont pas vécu d'énormes tristesses. On souhaite, en tout cas, ça se peut qu'il y ait des enfants qui aient vécu des grandes frousses ou des grandes tristesses, mais alors, le roman d'horreur ou d'épouvante, ben, c'est aussi de se pratiquer à vivre une émotion. Et à ce niveau-là, il faut bien respecter là où les enfants sont rendus. C'est-à-dire que je prends par exemple ma fille qui a 6 ans, je parlais avec des amis, parents, et leurs enfants sont allés à la même garderie que ma fille. Eux, avec leurs 2 garçons, ils ont écouté, je ne sais pas combien de fois, Jurassic Park, OK? Puis là, je disais, ah, voyons donc. Ma fille, j'ai écouté Charlie de la chocolaterie avec elle, puis elle a été traumatisée pendant 1 an et demi parce que la petite fille, elle se transforme en myrtille. On n'est pas au même niveau d'acceptation de la peur et de l'horreur. Donc, écoute, elle m'en parle encore. Tu sais, quand elle se transforme en myrtille, la petite fille, ça fait vraiment peur. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'il va falloir tester des choses avec les enfants. Vous pouvez leur montrer la couverture, voir leur réaction. Est-ce qu'ils sont rendus là? Oui. Parfait, on y va. Ils ne sont pas rendus là? OK, bien, on va en sortir un autre avec une autre thématique. Et si ça n'a pas marché la semaine 1, peut-être que ça va marcher la semaine 3.
peut-être qu'à la semaine 3, juste l'idée d'avoir une histoire qui fait un petit peu peur va s'être frayer un chemin dans leur esprit. Et donc, ils vont avoir un petit peu plus d'ouverture. Et ça se peut que les enfants vous demandent de relire plusieurs fois le même livre d'horreur, d'épouvante ou d'horreur, parce qu'ils se pratiquent à vivre cette émotion-là. Ils sont en train de l'apprivoiser. La première fois, ils ont eu très, 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 très peur. La deuxième fois, ils ont découvert d'autres choses dans le récit. Donc, la lecture à plusieurs reprises des mêmes livres va aider. Puis à ce niveau-là, je pense que l'album avec David et le salon funéraire, c'est une bonne porte d'entrée pour relire. On est plus habitué de relire des albums aux enfants que de leur relire des romans. Donc, on peut y aller avec ça en faisant plusieurs lectures. Et Mais la sauce est respectée. Parce que même Oui. David, les illustrations, tu l'as l'épouvante, parce que je m'excuse, mais la mémé dans son Mais moi, la fin de semaine passée, pas celle qui vient de passer, l'autre avant, on était au salon funéraire. Dans ma famille, il y a eu un décès et puis j'ai pas lu l'album à ma fille avant d'aller au salon funéraire parce que je voulais m'épargner l'anticipation. Je me suis dit, une fois qu'on sera allé, on va le lire, tu sais, on va pouvoir en profiter. Mais là, je me disais, elle est petite, ce qu'elle voit, je ne sais pas moi ce qui va s'imprégner en elle. Alors, je me suis dit, je vais attendre que l'événement soit passé pour qu'on puisse revenir sur cet événement-là. Les livres qu'on lit servent, moi j'appelle ça des fois des livres pharmacie, là, des livres qui vont servir pour régler une situation ou en prévention d'une situation ou pour revenir sur une situation. Donc, c'est des livres qui peuvent des fois servir à différentes sauces comme ça, là. Il nous reste, il nous reste une petite minute, alors j'aurais envie de laisser peut-être le mot de la fin pour la Maison Frisson à Thomas. S'il y a une information que tu veux ajouter ou… L'information, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un côté… moi, je pense que plus que la morale, je ne pense pas qu'on essaye de se tenir loin de la morale dans ce genre de livre-là. Une leçon, certainement. Un apprentissage, absolument. Je pense que c'est le but et puis je trouvais que c'était très pertinent ce que tu disais par rapport à l'apprentissage aussi de la peur, de la frousse, de quelque chose qui, au début, on est paralysé, puis on a le goût de… Et oui, effectivement, dans certains cas, on aurait tendance à vouloir relire des romans parce qu'on a apprivoisé cette frayeur-là, alors qu'on ne le fait pas nécessairement et qu'on le fait pour les albums. Donc ça, c'est une bonne suggestion. Puis nous, notre but dans la division Frisson, telle qu'on va la développer, c'est là encore une fois d'aller explorer différents genres, on pense notamment aux romans graphiques. Donc on a des idées où on veut, encore une fois, décloisonner, je pense que c'est le mot là qui m'habite quand on fait des nouvelles collections, pour proposer d'autres expériences, que ce soit d'épouvante ou de lecture en règle générale, mais tout le temps, aller chercher l'émotion, aller chercher le côté réflexion. On veut vraiment que le lecteur, quand il pose son livre, ou qu'il ne le pose pas d'ailleurs, parce qu'il est tellement emballé par sa lecture, ben, il en reste quelque chose. Je pense que c'est ça notre fer de lance, où on essaie vraiment que le lecteur va sortir de là, à défaut d'être grandi, mais à avoir quand même appris quelque chose. Ben, tu as tout à fait raison. Excuse-moi, Marie, si je peux me permettre. Nous avions beaucoup de titres avec des extraits ciblés, puis le temps fait que, bon, on a tant de temps. Là, moi, j'ai 6 livres que je n'ai pas eu le temps de vous parler, donc je vous invite vraiment à découvrir le catalogue des éditions Frisson parce qu'on passe de l'album aux frousses vertes, aux peurs bleues, à ta terreur rouge, à ton extrême terreur orange. Les livres sont variés, les thématiques d'épouvante sont diverses et enfin, pour que chaque jeune puisse lire son frisson. Alors, je vous invite à découvrir le catalogue, à plonger dans les livres qu'on vous a présentés, découvrir ceux qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter. Et chose certaine, quoi de mieux qu'avoir peur à travers les livres? Ça fait changement de la tablette. Anne-Marie, à toi. Merci, Nicolas. Ben, on va se quitter pour l'heure du dîner. Alors, on va reprendre à 13h avec notre dernière présentation qui sera les éditions Dominique et compagnie en compagnie de Mathilde. Je vais vous donner une information technique, là.
concernant les bibliographies et les catalogues, je l'ai inscrit plusieurs fois dans la discussion. Allez remonter dans la discussion, vous allez voir, il y a un lien de téléchargement Google, donc un dossier Google qu'on a créé avec tout le matériel que les différentes maisons nous ont transmis. Vous pouvez aller télécharger les choses-là. Puis j'ai demandé à Dominique aussi qu'elle m'envoie un document qu'on va rajouter, qui est le document où on décrit point par point les différences dans les peurs frousse verte, peur bleue, terreur rouge, terreur extrême. Donc, il y aura ce document-là qui va s'ajouter. Donc, si vous êtes déjà allé chercher tout le matériel, retournez-y à la fin de la journée, là, juste pour être sûr que vous l'avez. Si les gens nous écoutent en rediffusion, les liens de téléchargement vont être mis dans le descriptif de la vidéo. Ce sera bien indiqué, là, évidemment. Et vous avez aussi un lien pour commander du matériel promotionnel. Donc, vous pouvez avoir des signets, etc., en lien avec les livres dont on a parlé jusqu'ici et dont on parlera cet après-midi.